I'm searching for knowledge, understanding, meaning, education. I want to learn, to experiment. Sky, earth, ocean, humanity. I want to help, share, create, improve, empower. I want to have an impact. It's about intelligence, trust, and confidence. Understand the past, build the future. It's about experiences, our experiences, Microsoft experiences. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, bienvenue à Microsoft Experience 2018. C'est une deuxième journée fantastique. La première a été merveilleuse, donc elle a été dédiée aux évolutions des métiers. On a eu plein de feedbacks très positifs sur ce qui s'est passé hier, beaucoup de présence, 8000 collègues au Palais de Congrès, 150 000 qui nous ont suivis sur la Web TV. Beaucoup de feedbacks positifs d'ailleurs sur les expériences métiers au premier étage, donc j'invite tous ceux qui ne l'auraient pas fait de visiter, c'est vraiment passionnant. Et aussi, j'espère que vous avez eu l'occasion de regarder un peu les chiffres du sondage qu'on a annoncé avec Ipsos, donc l'Observatoire sur l'intelligence artificielle. Un peu de surprise, parce que contre toute attente, nous avons découvert que les Français sont absolument prêts pour l'intelligence artificielle. 88% de nos concitoyens savent ce que c'est. Ils savent expliquer avec un exemple réel d'une application d'intelligence artificielle. 73% d'entre eux considèrent que c'est quelque chose de positif. 63% en ont confiance et 50% pensent que c'est quelque chose d'utile. Seulement 5% pensent que c'est quelque chose qui peut être menaçant pour leur métier. C'est très positif, c'est-à-dire que le contexte est là. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de technologie, c'est la deuxième journée. On va parler des évolutions des technologies et de la nécessité de rapidité dans l'adoption et dans le développement de ces technologies. Nous allons avoir, bien sûr, une série d'invités très importantes. D'abord, on commence avec deux Corporate Vice Presidents qui nous ont rejoints de Seattle, de Redmond. Donc, ils ont des métiers passionnants. Donc, Julia White, qui est responsable d'Azure au niveau monde, et Joe Belfiore, qui est responsable de Windows au niveau monde. Donc, c'est deux beaux jobs. Et ils sont là, vous allez voir, des personnalités époustouflantes. Ils vont vous raconter un peu de technologie. Nous avons aussi un certain nombre de témoignages clients, comme hier, d'autres témoignages très passionnants, SNCF, Airbus, Klaxoon, Viseo, Altametris, donc beaucoup d'occasions pour écouter comment un certain nombre de nos clients utilisent les technologies pour se transformer. Nous allons conclure cette plénière avec Bernard Auguin-Lian, qui sera sur scène, c'est notre directeur technique et sécurité, avec Roberto Di Cosmo, que vous connaissez certainement. Ça sera l'occasion pour entendre Roberto, qu'est-ce qu'il pense de Microsoft en 2018. Vous allez entendre ça. Et Bernard va revenir aussi sur quelque chose de fondamental. Nous l'avons annoncé hier, à propos de la certification du Cloud Azure pour être hébergeur de données de santé en France. Il va vous dire pourquoi c'est important et quelles sont les conséquences positives pour la France, pour le marché de la santé, mais aussi, je dirais, pour la confiance dans la transformation numérique en France. Très important. En guise d'introduction pour cette deuxième journée, je voudrais vous parler d'un concept que Satya a lancé cet automne. Donc hier, j'ai parlé de révolution industrielle, c'est-à-dire l'intelligence artificielle est là, ça va très vite, tout le monde se transforme avec ces nouveaux services. Satya, il parle de tech intensity, c'est-à-dire l'intensité technologique. Ça veut dire quoi? Je vous donne deux éléments de réflexion. Le premier, c'est ce que Satya a dit récemment, il était à Londres. Les données agrégées de LinkedIn nous montrent qu'il y a un mouvement de fond sur les embauches de tech, donc de personnes compétentes en technologie. Il y a deux facteurs. Un, c'est le premier, l'accélération des embauches tech par des entreprises tech. Vous allez me dire, ce n'est pas surprenant. C'est le deuxième qui est surprenant. La plus grande croissance d'embauche de tech est faite aujourd'hui, cette année, par des entreprises non-tech. Il n'y a pas meilleure démonstration de la rapidité avec laquelle toutes les entreprises sont en train de se lancer dans la transformation numérique. Et ça fait réfléchir un tout petit peu.
Donc Tech Intensity, c'est à propos justement de cette rapidité d'exécution. Et le point que Satya nous invite à penser est le suivant. Si chaque entreprise est lancée dans une transformation numérique profonde, ça veut dire que chaque entreprise devient une plateforme et donc une société de logiciels, en fait. On développe de la technologie. Quand on développe de la technologie, et c'est intéressant parce que hier, j'ai parlé de ça avec beaucoup des partenaires, beaucoup des ISV français, quand on développe de la technologie et qu'on doit apporter de nouvelles choses sur le marché, pour faire bien et aller vite, il faut absolument faire deux choses. Pas l'une ou l'autre, mais faire deux choses. La première, c'est comprendre et adopter à bon escient le meilleur de la technologie qui existe. Au-dessus de ça, c'est construire ma propre technologie. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Parce que si je fais que construire ma technologie, probablement je prends du retard. Et si je ne fais que adopter de la technologie, probablement je ne suis pas différenciant. Il faut faire les deux. Les entreprises deviennent ce qu'on appelle des IP builders. Donc, cette audience d'aujourd'hui, tous les professionnels de l'IT, les développeurs, eh bien, notre rôle n'a jamais été aussi important parce que nous ne sommes pas là pour supporter une stratégie d'entreprise, nous sommes là pour être la stratégie d'entreprise. C'est ça la grande différence. Comment Microsoft vous accompagne ? Avec, sur Tech Intensity, trois choses dont il faut se souvenir. La première, c'est la démocratisation, c'est-à-dire que nous avons un engagement très très fort. Tout ce qu'on trouve d'intéressant, notamment dans l'intelligence artificielle, on le met dans Azure. C'est un concept très simple. Quand vous devez développer des nouvelles applications et vous voulez faire bien et aller vite, il ne faut pas tout réinventer. Bien sûr, il y a le meilleur environnement pour développer en intelligence artificielle, machine learning avec Azure, mais aussi il y a un catalogue de services qui sont mis à jour constamment, qui sont très larges. On bat des records fondamentaux tous les ans et on va en battre encore tous les trimestres et tous les ans. Et tous ces services-là, ça veut dire qu'on atteint la parité avec les capacités humaines dans des verticaux très précis. Et ça aide à avoir un catalogue de services qui vont se déployer dans Azure, qui vont être à votre disposition et qui changent constamment. Donc ça, par exemple, c'est tout ce qui a été mis à jour, new updates, donc mise à jour de tout le catalogue. Donc ça, c'est des capacités qui sont à votre disposition. On top de ça, au-dessus de ça, vous pouvez construire votre intellectual property, votre capacité de développer la technologie spécifique pour différencier l'entreprise. Et c'est là que nous vous invitons à utiliser le meilleur et à développer le meilleur. Deuxième concept, c'est les compétences. Bien sûr, je l'ai dit hier, nous avons un programme Ambition en France. Nous voulons accompagner 300 000 d'entre vous pour acquérir des nouvelles compétences sur l'intelligence artificielle. C'est très important. Pour ce faire, bien sûr, on a un programme français, mais on est aussi aidé par la corporation qui a développé un nouvel outil qui s'appelle Microsoft Learn. Et c'est fantastique parce qu'on peut apprendre et développer tout dans un même contexte, dans un même outil. Et donc, c'est fantastique pour pouvoir vous permettre d'accélérer votre montée en puissance sur l'intelligence artificielle. Troisième sujet très important, c'est l'ouverture. Microsoft, je pense, a surpris les marchés pendant des années maintenant et on continue à surprendre pour le degré fantastique d'ouverture. Et nous le confirmons. Comment le confirmer mieux qu'avec une acquisition de GitHub, avec l'engagement très très fort de rester sur une plateforme absolument ouverte et de supporter votre travail indépendamment de la technologie que vous aurez choisie. Voilà pour l'introduction et je souhaite passer directement à des témoignages parce que pour parler de transformation numérique, c'est toujours très beau d'entendre comment les entreprises françaises font cette transformation. Nous allons commencer avec le groupe SNCF. On l'aime tous, on l'utilise tous. Et avant d'attendre Raphaël Viard, j'espère que vous l'utilisez tous. Vous allez, on lance une petite vidéo qui raconte de la transformation de SNCF en attendant d'accueillir Raphaël Viard sur scène. Voilà la vidéo.
Bonjour Raphaël, bienvenue. Bonjour Carlo. Je suis ravi, Bonjour à tous. ravi de t'avoir sur scène avec moi. Alors quand j'ai dit que j'aime SNCF, il y a eu un bruit dans la salle, donc je pense qu'on a 10 minutes pour convaincre qu'on l'aime passionnément. Et pourquoi? Alors, tu es l'architecte technique de la transformation numérique de ce groupe. C'est très important d'entendre, donc, pour commencer, quels sont les enjeux de transformation dans la SNCF? Alors, on a évidemment un objectif pour le groupe, hein, c'est d'être le leader des mobilités de demain et de réduire la part de l'autosolisme, l'utilisation individuelle de la voiture, par le transport collectif. Et pour y arriver, on va viser 2 grands axes. Le premier, c'est nos clients et améliorer la vie au jour le jour de nos clients. Je peux citer 3 exemples. Le premier, c'est fournir un assistant personnel de mobilité qui est capable de faire du porte-à-porte. Le deuxième, c'est avoir une information voyageur irréprochable. Et puis le troisième, c'est fournir des services, notamment des services numériques. On parle de la couverture des voies ferrées en 4G, du Wi-Fi dans les trains, etc. Donc premier axe, le client. Deuxième axe, c'est l'optimisation de notre appareil industriel. Alors par là, on va essayer d'optimiser la maintenance de nos trains, mais aussi la maintenance de notre réseau ferré. Donc on fait beaucoup de choses autour de l'IoT et de la maintenance prédictive. Comment on va y arriver? On a l'ambition, et on l'a annoncé dernièrement, de devenir ce qu'on appelle une data company. Donc c'est de réussir à faire parler l'immense patrimoine de données qui est le nôtre, de l'enrichir avec des nouvelles données qui sont soit des données internes, soit des données externes, et d'être capable de prendre des décisions plus rapidement basées sur l'analyse de ces données. Voilà, donc Data Company SNCF, ça veut dire que c'est un très bel exemple justement de tech intense. C'est la transformation de bout en bout, du front office au back office opérationnel. Alors pour ce faire, vous avez fait un choix de cloud public. Comment est-ce que cela supporte cette intention stratégique de transformation? On est persuadé, et je suis persuadé, enfin en tant que CTO, je ne pourrais pas dire l'inverse d'ailleurs, je suis persuadé que l'on ne peut avoir une transformation digitale efficace si on n'a pas un système d'information solide. Et un système d'information solide et agile, il doit s'appuyer sur des fondamentaux technologiques robustes, modernes et à l'état de l'art. Et donc, dans notre transformation technologique, un des pans les plus importants, c'est l'utilisation du cloud public. Pourquoi le cloud public? Pour des raisons que je pense dans la salle tout le monde connaît. Le premier, c'est l'élasticité et notre capacité à lancer des projets avec une approche Start Small, Think Big. C'est aussi la capacité à payer à l'usage et donc à prototyper et à arrêter rapidement certaines expériences. Et puis, c'est la réduction du time to market, du temps qui nous est nécessaire à mettre à disposition des nouveaux services à nos métiers. Et dans ce cadre-là, on a fait le choix d'une architecture multi-cloud, dont Azure est un des piliers importants. Voilà, donc multi-cloud bien sûr, mais Azure que vous utilisez maintenant depuis quelques trimestres. Donc quel feedback tu peux nous donner? Qu'est-ce que vous avez découvert en l'utilisant? Où est-ce que vous êtes en train de l'utiliser d'ailleurs? Ouais, pour reprendre ce que je disais juste avant, on a en fait, je peux illustrer 2 aspects. Notre plateforme Big Data pour l'ensemble du groupe fonctionne sur Azure, et là on va plutôt chercher de l'élasticité. C'est le fait qu'on agrège aujourd'hui à peu près 80 flux de données, qu'on a 50 projets qui fonctionnent sur cette plateforme, dont plusieurs en production. Quand je dis en production, ça veut dire qu'on est capable de prendre des décisions opérationnelles basées sur cette analyse Big Data. Et donc, en fait, là, on va aller chercher l'élasticité, mais aussi la capacité à répliquer N fois une même plateforme dans le même operating model, parce qu'il y a des données qu'on préfère isoler d'un métier et de l'autre pour des problèmes de gestion de la concurrence, etc. De l'autre côté, si je veux illustrer le time to market, je parlerai d'AKS, Azure Kubernetes Service. Et là, en fait, ça nous permet de nous concentrer sur vraiment ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est de transformer nos applications pour qu'elles puissent tourner sous forme de conteneurs, qu'elles aient de la scalabilité horizontale et verticale, et pas de manager et de construire l'infrastructure qui est nécessaire à la gestion des conteneurs. Et c'est pour ça qu'on s'appuie sur des briques de plateforme as a service, notamment AKS, qui nous permet justement de ne faire que ce qui est important pour nous et de déléguer aux spécialistes, notamment aux spécialistes qui est Microsoft, le management de l'infrastructure qui permet de gérer les conteneurs. Fantastique. Le PaaS qui aide à ensuite aller encore plus vite. Donc, entreprise française, groupe public, choix d'un cloud public d'un acteur américain. Comment concilier tout ça?
Alors c'est une question qui revient souvent. Je vais y répondre de deux manières. La première, notre objectif, et on l'a annoncé un petit peu partout, c'est de migrer 60% de nos applications dans le cloud public. Donc il y en a 40% qui restent hébergés en interne, et ça nous permet d'avoir cette flexibilité de savoir ce qu'on va héberger dans le cloud public et ce qu'on va héberger en interne, en sachant qu'on fera la décision application par application. On a à peu près 1400, 1500 applications qui sont concernées. Par ailleurs, nous respectons scrupuleusement le code des marchés publics, puisqu'on est une entreprise publique. Donc on a lancé un appel d'offres européen pour lequel on a eu de nombreuses réponses, plus d'une dizaine. Et en fait, on a 3 acteurs qui ont réussi à passer les questions, on va dire les exigences qui étaient les nôtres à la SNCF. Et donc Azure a été sélectionné parmi ces 3 acteurs. Parfait. Alors, je terminerai avec 2 exemples, parce qu'il y a beaucoup d'applications maintenant qui tournent dans Azure, mais donc on a parlé tout à l'heure de la transformation end-to-end. Donc d'un côté, les voyageurs, de l'autre côté, l'opérationnel. Donc on commence, je pense, avec DataIV, Oui. l'application pour les voyageurs. Alors c'est vraiment un super projet. En fait, la problématique, c'est une question simple. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'afficher le bon quai pour le bon train à la bonne heure? Mais c'est une problématique qui est extrêmement compliquée, notamment quand on fait du mass transit et qu'on a des trains toutes les 3 minutes avec des problèmes qui peuvent être des problèmes techniques, des problèmes de voyageurs, etc. Et donc en fait, on agrège tout un tas de données, des données qui viennent du réseau, des données qui viennent des transporteurs, des données qui viennent des gares, et on essaye de tirer des patterns. Quand je dis des patterns, c'est des analyses qui nous permettent de dire est-ce qu'il y a des cas où on a plus de problèmes que d'autres. Par exemple, est-ce que dans telle gare de 8h30 à 9h, il y a plus de problèmes que de 16h à 16h30? Et ça nous donne des premiers résultats, puisqu'on a à peu près 120 gares qui utilisent ce projet, avec une amélioration significative de l'affichage en gare, qui est évidemment un de nos enjeux principaux. Voilà, donc ça pour les voyageurs. Et de l'autre côté, donc sur la partie opérationnelle, pour les conducteurs de train, Vibrato. Alors Vibrato, c'est le projet, on pourrait l'appeler Small is Beautiful. C'est en fait, les agents de conduite ont aujourd'hui dans les trains une tablette qui leur permet d'avoir les plans de marche, etc. Et donc en fait, on a installé sur cette application, sur cette tablette, une application qui permet de mesurer les vibrations du train, uniquement basées sur les composants internes de la tablette, le gyroscope notamment. On géolocalise ces données, et quand on les croise avec des données de maintenance, des données de service, on arrive à renforcer la qualité de notre analyse et à isoler les endroits où on a des vibrations sur les rails et où on doit faire des interventions, notamment de maintenance préventive. Donc ce que Satya appellerait du edge to cloud. C'est fantastique. Alors, dernier message, nous avons dans l'audience ici beaucoup de directeurs de systèmes d'information et d'architectes de systèmes d'information. Donc, qu'est-ce que tu peux donner comme feedback? Vous avez beaucoup appris dans ces derniers mois, donc qu'est-ce que tu peux leur dire quand on se lance dans un projet comme ça? Les 2-3 choses à faire. Alors, ça va paraître basique, mais l'univers du cloud public, surtout quand on veut l'utiliser à grande échelle par rapport à l'univers du data center un peu à l'ancienne, c'est vraiment 2 environnements qui sont complètement différents. Et la chose la plus importante, c'est de bien démarrer et de parler le même langage. Donc la formation, la certification des équipes avant de commencer à designer est pour moi absolument clé. Ça permet d'avoir un langage commun, ça permet aussi de prendre les bonnes décisions, des décisions qui sont souvent assez structurantes pour la suite. Le deuxième, c'est de penser automatisation de bout en bout, et c'est là où on a peut-être fait quelques erreurs côté SNCF, c'est que l'automatisation et l'infrastructure as code, ça ne va pas seulement au provisioning d'une machine virtuelle ou au provisioning d'un environnement PaaS, ça va jusqu'à la supervision de l'application, son backup et toutes les procédures qui vont avec. Et donc, il faut envisager l'automatisation de bout en bout, incluant notamment la cybersécurité. Et puis, le troisième sujet, c'est éviter l'effet tunnel. Et en fait, nous, on a fait un mix d'un projet majeur qui est la migration de nos 1400 applications, de 60% de nos 1400 applications vers le cloud public, mais aussi, on a injecté dans le système tout un tas de nouveaux projets et de petits projets qui ont permis de se faire la main au fur et à mesure sur
sur ce grand projet et cette grande aventure. Voilà, 3 recommandations fondamentales et qui résonnent d'ailleurs avec le concept de Tech Intensity de Satya. C'est-à-dire, lui, il parle de culture digitale de l'entreprise qui va avec le fait de refaire une stratégie d'entreprise basée sur le digital. Donc, c'est une boucle positive et ça passe par, effectivement, créer des compétences, professionnaliser l'approche à l'IT et la rapidité d'exécution. Parce que dans un monde logiciel, on sait qu'il faut promouvoir de nouveaux services très, très vite. C'est ce que fait la SNCF. Merci Raphaël pour ce témoignage. Merci beaucoup, merci Caro. Reste avec moi pendant que je dis donc au revoir pour ce qui me concerne à toute l'audience. Hâte de vous croiser dans les couloirs au Palais de Congrès plus tard. Hâte aussi de voir vos feedbacks online, sur les réseaux sociaux. Et on lance une petite vidéo en attendant la montée sur scène du prochain speaker qui est Julia White. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la vice-présidente Corporate Azure, Madame Julia White. Good morning, and welcome to Microsoft Experiences. It's fantastic to be here today and talk about the innovations that are fueled by the cloud and how these innovations are enabling developers and IT professionals across the globe to achieve more. Now, the cloud enables us to innovate and release new technologies faster and at broader scale than ever before. Capabilities like AI, IoT, quantum computing, serverless computing is all happening right now in a large part because of the cloud. And it's an incredible time to be in technology. I feel it. I'm sure many of you feel it as well. It affords us unprecedented opportunity to innovate in this time. Now, I also recognize that this opportunity can be overwhelming. And this is something I hear from many of the customer meetings I have across the globe. The concerns of how to keep up to date with all of this new technology and the pace of it can leave you feeling like you're falling behind. And we know that your organizations are expecting you to deliver breakthrough technologies. They're banking on you to deliver breakthrough technologies every day. And while you're doing that, you also have to be worried about increasing security concerns. And we just say that is not an easy task. And it is really that insight, that understanding that shapes how we build and deliver Azure for you every day. We work to make sure Azure is an enterprise-class cloud technology that enables you to be successful and develop those breakthrough applications in a secure and compliant way. Now, to do this, it has to start with trust, right? And the core of Microsoft is about running on trust. And I'm very proud to say that we have been a leader in terms of investing and meeting requirements around compliance, around security, around privacy, particularly here within the European Union. But it's also, trust is also about partnership and our partnership with you and making sure that we are invested in your success. And we're not going to turn around and compete with you on another day. We are about a technology provider to all of you and your success. Microsoft runs on trust, and trusted partnership is at the core. Now, a great example of that is an announcement we made yesterday, right here in France, extending our certifications within the healthcare realm with the CDS certification in France, enabling the local healthcare organizations to take advantage of the innovation in Azure to meet and facilitate healthcare innovation locally. It's a great example of engineering as well as regulatory compliance working together to unlock opportunity for all of our customers across the globe. Now, speaking of being across the globe, we've also been hard at work building out our global infrastructure around Azure. We now have 54 global regions,
Each one of those little dots, they look small. There are multiple data centers represented. We have more regions than any other cloud provider on the planet. And that means you can deploy your application close to your users, close to your employees, to have the performance you need, as well as data sovereignty within that region. So unique needs, we can meet with that. Now, I am incredibly proud that based on these investments, we have governments, we have startups, and 95% of the Fortune 500 customers using Azure to power their applications, to power their new innovation today. But maybe more important is right here, locally, in France. Again, we have governments, we have startups, but also 95% of the CAC 40 using and working with Azure today. Now, let's jump into some of the technology and the innovation that's more recent and it's happening in the cloud. So let me first start with infrastructure, which is kind of the baseline of our cloud area. And we, across Azure, have a huge range of compute capabilities in this area, from general purpose, burstable VMs that really can meet a majority of workloads. But we also have optimized compute for CPU, for storage, memory-intensive workloads as well, giving you a wide range of capabilities to run your application in the cloud very efficiently. But we've taken it to the next step as well, and even built out very specialized compute for those even more mission-critical workloads. So our deep partnership with SAP to run SAP large instance HANA applications in Azure. Actually, Microsoft, we have one of the largest SAP instances on the planet. We run it 100% on Azure, so we've done it ourselves. Then also our partnership with NetApp. We have our integrated solution with NetApp right as part of Azure, and now even Cray supercomputing as part of our Azure offering. So really, from the beginning to the end in terms of what you can do from a compute core infrastructure perspective on Azure. But I cannot, of course, talk about infrastructure without spending time on hybrid. And it really is Microsoft's unique understanding of enterprise scenarios that's caused us to focus from the very, very beginning of Azure on enabling hybrid cloud solutions. And it's something we built in from the beginning. And I'm really excited to say that Azure is really the only true consistent and comprehensive hybrid cloud on the market. And the way we think about it is your hybrid cloud environment needs to run and operate as a single environment. Hybrid is not about having an on-premises data center that you run as one environment and connecting that up to the cloud, it's another environment. That's not sustainable. That's expensive, it's insecure when you're running it like two environments. So what we've built is one consistent approach, a single approach to identity, a single approach to security and management that gives you a control plane in Azure, but extends down on premises and even to other clouds as well, because we know multi-cloud is a reality for many organizations. But then we've taken it to the next step. So not just around identity and security and management and increasingly the data platform, but all the way to the developer APIs and the actual cloud experience. And what we've built with Azure Stack, which is literally taking the capabilities of Azure and enabling you to run on-premises in a local instance on Azure Stack. It truly is an extension of Azure. And there's been incredible enthusiasm around Azure Stack because it enables new scenarios. And three specific ones. One, around running in edge or disconnected or remote situations where you might not have connectivity, or it might be off and on, or you won't have it at all. But you can have that same application model, that same APIs, that same portal between your cloud and the local instance. Of course, when you can run your cloud application anywhere, you can literally meet any compliance regulation as well, because you're controlling the environment with which it sits. And it's also really useful, we've found, for modernizing applications. For example, mainframe applications where you need to co-locate a new modern front end with the back end. You can use Azure Stack for that use as well. Now, we've launched Azure Stack about a year and a half ago. We have hardware providers to provide that integrated solution. And we've had a tremendous customer enthusiasm around this because of the use cases that it enables. And these are just a few of the examples of customers putting Azure Stack in their environments. But I want to focus on just one for a second, and that's Airbus and their recent decision to use Azure Stack for their environment
So I want to go ahead and show the video of what Airbus is doing. Innovation is our lifeblood. Our needs for digital transformations are we need to get significantly better at designing, building, and operating very complex products. 3, 2, 1, launch. The other challenge is how we commercialize our existing offerings or create completely new offerings enabled by digital means. We really found Azure Stack the only suitable solution for us. We need to be able to store and efficiently analyze data. Our customers are particular with their requirements around data governance. This is why we chose Azure Stack as a technology deployed within our own data centers to meet our customers' requirements. I really want my engineers to focus on the value that differentiates us and build this on a platform stack which is always up to date and leading edge. Azure Stack will allow us to create our applications much more quickly without having to focus on the underlying layers of a cloud platform stack. The future of Airbus Defence and Space is certainly that we will provide superior products to our customers. Service capabilities that will be very important for us are IoT services. The second category is everything around machine learning and also big data. Digital transformation is not only the introduction of new digital technologies for us, it's also a significant change process in our organization. And please welcome Peter, who you saw in this video from Airbus. Welcome. Hi, Julia. Welcome here. Thank you so much for being here. Happy to be here. Absolutely. Now, Airbus obviously has many businesses, and you're using public cloud in some places, but where you sit within the defense and aerospace, you face particular requirements around regulation and compliance. So we just wanted to kind of understand the situation that led you to choose Azure Stack. Mm-hmm. Well, actually, in Airbus, we have requirements that many other businesses have, and actually, we have a public cloud-first strategy. But we have, in some of our business, very particular requirements around data governance. This is in all businesses where we deal with critical infrastructure, and particularly in our military business, where our customers really impose their data governance requirements on us. And that data governance requirement is really that we only can collect, store, and process their data in a pretty shielded, on-prem and isolated environment. Got it. So that enabled you, while you have a cloud-first strategy, enable you to extend that into an Azure Stack environment. Now, so how are you going to therefore use Azure Stack to help meet those regulatory requirements that you're faced with? Mm-hmm. Well, our use cases in aerospace and also on the military and defense and space side are very comparable to lots of commercial and critical infrastructure use cases. We have aircrafts. Our customers hold us more and more accountable to deliver more availability and performance of these aircrafts. So we have the classical IoT use cases that we need to collect data from these systems. And in the case of military systems, we cannot put them on public cloud for these regulatory requirements, but we need to put them in a very specially defined environment in order to process them and then provide intelligence back to our customers. Now, when we started that journey about 1.5 years ago, I was fundamentally convinced we need to have a private cloud environment hosted in our own data centers, but use fully the capabilities of public cloud. And Azure Stack was really the only technology that we could find in the marketplace, which was an off-the-shelf product. I didn't want my team to take a lot of components, try to stitch it together ourselves, but we wanted to build it on an off-the-shelf technology supported by a very strong vendor. And there's one other very important aspect that led us to that decision. We wanted the natural involvement and participate from the continuing functionality of a broadly introduced platform. And we also, what you mentioned earlier, is have the capability of taking advantage of a hybrid cloud scenario for use cases where we need that. So I want my team, my software teams, to spend their time
on the applications that differentiate us in the marketplace, and not on the underlying infrastructure and platform as a service layers. These we want to consume, and we are very confident we have made a very good choice with Azure Stack on that. Fantastic. Now I know you've got them deployed, and you're actually about to push out your first kind of full production application just very soon. So interested in kind of what benefits you're seeing or expect to be seeing as you do that. So we are in the middle of commissioning. We will expect to have our first applications live in December this year. So it's coming really close. We are building Azure Stack instances actually in 3 countries initially, in France, in Germany, and in Spain. I expect that the UK will follow next year already. What I saw already in the commissioning phase, the commissioning went extremely seamless on the Azure Stack side. So we are in testing phase right now, so we are deploying first test applications on Azure Stack, and I can really see what I expected. There was really no need for us to go into the wiring and plumbing. Azure Stack took care of that for us. We were really able to focus on the differentiating value that we want to create. And we can also see the evolvement of Azure Stack. There are still a few things that I wish for in the future, and I'm pretty confident that Microsoft will deliver these. So far, I can only talk about the best experiences in the first phase of commissioning and first testing Azure Stack. Absolutely. And one of the things we spoke about is that one of the great parts of Azure Stack is we continue to update it just like we do Azure. And we've been able to work really closely with customers like Airbus of what do you need? What are the next services you need? So I know one of the things we talked about was GPUs and evaluating that for Azure Stack. So just like Azure gets new innovation, Azure Stack it does as well. So thank you so much for sharing your story, giving some real-world context to what it looks like, and for working with us. Thank you so much. Thanks a lot. It was a pleasure to be here. Fantastic. Bye-bye. Thank you. All right. All right, so from infrastructure and hybrid cloud, let's talk about app modernization, because this is what really enables developers to create those breakthrough new capabilities very quickly, but also very confidently. Now, just last month, very recently, we brought out to market our new Azure DevOps family of tools. And it's actually an integrated set of tools that enable any developer to embrace them and make it easier to adopt that DevOps-based workflow within the organization. And I very often see the decision to have a cloud-first strategy coupled with the decision to move to a DevOps approach, which makes so much sense. Now, with the new DevOps integration experience, you can use all of them in a family, but you can also adopt just the individual services that you want. So you can pick and choose just exactly what you want. So for example, if you just want project management, you can adopt Azure Boards that enables great Kanban-based agile planning experiences. Or maybe you're just interested in a CI/CD pipeline and build solution, and you can just set up Azure Pipelines for that and use it with other tools as well. So we know that the DevOps process can be very particular, so we want to make sure you have all of the tools, but you can also use them individually as well. And of course, you can use them as part of a GitHub based project as well. So, of course, speaking about GitHub, it was literally just last week that the acquisition of GitHub into Microsoft has been finalized, and we're so excited to welcome GitHub to the Microsoft family. If you're not familiar with GitHub, it represents the largest developer community in the world. There's over 28 million unique developers, and it represents over 85 million code repositories today and growing fast. Now, we at Microsoft have been a deep partner with GitHub for many, many years. And in fact, Microsoft is the single largest contributor to open source projects that reside in GitHub over the past 2 years. And today, Microsoft has 16,000 employees contributing pull requests to open source projects that sit in GitHub. So it's an incredibly robust ecosystem for all of you to tap into, and one that Microsoft will continue to invest into. We also, of course, recognize the tremendous responsibility that we take on as this acquisition closes. And we're committed to ensuring that GitHub remains to be independent and operates in an open approach to bring on and support all communities across the globe. But beyond
DevOps and, of course, the ability to bring in GitHub capabilities. It's about that serverless technology, that serverless architecture that allows you to be very efficient in how you're developing and allows you to scale your apps even faster. And it's through these services that we have like built-in high availability. They automatically handle patching and updates, so you can really focus on what you're building. And they also enable you to move to a container-based serverless architecture for both new apps that you're building, cloud-native apps, but also the ones you're modernizing, which is oftentimes the biggest scenario. Now, to show you what some of those capabilities look like, particularly with Kubernetes, I'd love to invite Stan to show you a quick demo of that. Take it away, Stan. Merci, Julia. Bonjour à tous et à toutes. Je vous présente eShop on Containers. C'est mon magasin en ligne, qui est un magasin avec une bannière marketing, avec bien entendu un service d'identité en tant que client. On a un catalogue, et quand on rajoute des objets, eh bien, ils vont naturellement dans un panier d'achat. Vous allez me dire tout à fait classique. Classique, oui, mais c'est une application qui est cloud native. Ça signifie qu'elle est capable de monter en charge facilement, qu'elle est hautement résiliente. Et en fait, tout est basé derrière sur des microservices. Et ces microservices, en fait, tournent sous la forme de containers Docker. On voit ici le panier d'achat, le catalogue, l'identité. Et en fait, tout ça tourne sur un orchestrateur appelé Kubernetes. Et pour déployer finalement l'infrastructure de cet orchestrateur, eh bien, on en a fait l'automatisation. C'est un des mots-clés de Cloud Native, c'est automatiser un maximum. Donc pour faire cette automatisation, je me suis appuyé sur du code d'infrastructure. Ici, j'ai utilisé une solution open source baptisée Terraform, et j'ai modélisé le résultat final, c'est-à-dire ici un cluster Kubernetes dans Azure, avec toutes les informations qui vont bien. Alors un œil averti qui en vaut deux, tel que le vôtre, verra tout de suite qu'ici, il n'y a absolument rien qui est codé en dur, tout est des variables. Et effectivement, j'ai appliqué également un des concepts du 12-Factor App, j'ai séparé ma configuration de mon code. Donc vous voyez ici mon code, qui sera invariant, que ce soit mes environnements de test, de pré-production ou de production, et ce qui va changer, ce sera ma configuration. Ma configuration, par exemple ici, on voit que j'aurai 3 nœuds Kubernetes et le cluster s'appellera Stan Kube 5. Donc ce code de déploiement en fait, va me permettre de déployer un cluster dans Azure, qui sera en fait un cluster dans un service managé qu'on appelle Azure Kubernetes Services. Raphaël vous en a parlé tout à l'heure dans le cadre de la SNCF. Et donc en fait, on va aller voir ce cluster que j'avais déjà déployé pour vous. Voilà. Et qu'apporte finalement AKS par rapport à un déploiement classique de Kubernetes? C'est un service managé, donc il va vous permettre vraiment de suivre ce paradigme qui est désormais, avec le monde des microservices et des containers, de se focaliser sur l'applicatif et non plus sur l'infrastructure. Et des opérations qui auparavant étaient extrêmement compliquées, comme par exemple faire un upgrade de version de Kubernetes, donc sur l'ensemble du cluster, ici c'est simplement un non-événement. On vient cliquer, on choisit la version, on fait sauvegarder, et automatiquement le système va faire ça pour vous et le gérer pour vous de manière automatisée. Donc finalement on s'allège de certaines tâches qui ont réellement pas vraiment beaucoup d'intérêt. Donc là je vous ai montré qu'on a déployé le cluster, mais il reste l'application que je vous ai montrée. Alors l'application que je vous ai montrée, qui est basée sur plein de microservices, en fait là encore on a codifié son déploiement. Donc c'est du YAML, là on est sur du Kubernetes. Et par exemple ici, j'ai deux pods, deux containers Docker qui tournent pour la partie panier d'achat, le basket. Je sais que je vais avoir beaucoup d'activités donc suite à cette plénière, donc tremble Amazon. Et là je vais donc sauvegarder, je vais passer de 2 à 20 réplicas, et puis je vais appliquer tout ça. Alors déjà, est-ce que j'ai bien sauvegardé? Oui, a priori. Donc je vais revenir sur mon petit shell, et puis ici on va faire la ligne de commande Kubernetes, kubectl. Voilà. On va appliquer la configuration, le nom du fichier, on envoie tout ça. J'ai modifié un seul élément ici qui est mon panier d'achat. Parfait, effectivement, on voit que mon panier d'achat ici est bien configuré. Si je retourne dans mon interface de Kubernetes ici, donc là j'avais mes deux paniers, mes deux baskets, on va juste rafraîchir la page. Alors, comme d'habitude, mon démon SSH est parti en vacances. Donc pas de stress, on va simplement faire un kget deployment, et là on voit que je suis bien passé à 20, et si je fais un kgetpod, là je vais récupérer l'ensemble des noms de mes instances, et on voit effectivement que là j'ai mes paniers de basket qui sont en train, donc j'en avais 2 qui tournaient, là pour l'instant je suis encore à 0, ils sont en train d'être déployés, ils ont été lancés effectivement il y a 29 secondes, et du coup mon application va se caler. Alors tout ça c'est bien, mais le problème des containers c'est qu'on en a partout, ils gèrent plein de contenus, plein de logs, et là encore, avoir un service managé c'est assez utile, parce que du coup on va pouvoir, déjà, directement dans AKS, voir l'ensemble des métriques du cluster, avec les montées du nombre de containers, avec la charge du cluster en général. Et puis, on va pouvoir aller taper dans les logs. Donc, directement, en fait, en faisant un drill down depuis la partie Insight,
On peut sélectionner ici un service. Donc là, j'ai pris mon service catalogue. Et puis, service catalogue, en fait, on m'a dit ici, bah, si tu veux voir les logs, clique ici. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière quand je clique là-dessus? Eh bien, en fait, l'ensemble des logs de mes containers sont envoyés dans un puits de log, un service qui s'appelle Azure Log Analytics. Et ensuite, eh bien, effectivement, en cliquant ici, je vais avoir une vue des logs dans ce puits de log sous la forme d'une requête. Et je vois le détail, en fait, de tout ce que j'ai pu faire comme transaction sur ce container. Donc, on a vu comment faire scaler, en fait, le nombre de pods, le nombre de containers au sein d'un cluster. Ma dernière chose, il nous reste, beauté du service manager, la capacité de faire scaler le conteneur en tant que tel, le cluster Kubernetes en tant que tel. Donc là, j'avais 3 nœuds dans mon cluster, ça faisait 6 CPU et 21 Go. Je vais pouvoir simplement ici changer la réglette et dire je veux un cluster de 100 machines qui vont exposer du coup beaucoup plus de mémoire, parce que là on est à 700 Go de mémoire, ce qui est plutôt pas mal. Là, je vous ai montré une opération qui est finalement assez manuelle. On peut faire de l'autoscaling au niveau des pods, on peut faire de l'autoscaling également dans Kubernetes. Et donc pour résumer cette session, pour faire du cloud native, il vous faut beaucoup d'automatisation. Terraform, par exemple, est un exemple. Il vous faut une bonne plateforme d'orchestration, Kubernetes est un bon exemple, et puis il vous faut un bon cloud qui fournit les ressources derrière pour pouvoir scaler. Et je vous remercie. Thank you, Stan. Now, one of the most important decisions you're going to make as you build out your cloud-native applications or modernize your existing ones is how you will store and represent the data, as well as leverage AI. So let's spend some time talking about a very, very important area around data and AI. Now, it starts first with operational databases that power enable your application, of course. And Azure, we've built out over the years a flexible range of operational databases. So whether it be a SQL database, a Postgres, MySQL, or Cosmos DB, they're all databases managed as a service, which means we work on their securing and the reliability and the availability, and you just did an SLA that performs against that, so making you very efficient. That enables you to focus on using the database of choice and not worrying about having to manage it, but always being able to pick and choose based on the application you're building. Now, I want to spend a second on Azure Cosmos DB, because about a year ago, we launched this new revolutionary database that it's a first ever globally distributed multimodal NoSQL database. It delivers horizontal scale-out capabilities with guaranteed single-digit millisecond latency capabilities. It's truly revolutionary in its class. Now, Azure Cosmos DB has proven to be one of the fastest growing services in all of Azure. And the reason for this acceleration and this adoption is because it enables our customers to build truly amazing systems, whether they be cloud native or modernizing an existing application. With Azure Cosmos DB, you can horizontally scale out and put your data everywhere that your users are. So literally, you can push it to every one of our 54 Azure regions and replicate across each one of those. It gives your users lightning-fast experiences, regardless of whether they're located and where your app is running. An example of that, just to make it real, is Jet.com, which is Walmart's digital e-commerce website capability. And they are running entirely on Azure using Azure Cosmos DB as that core operational database for their entire global e-commerce system. It's replicated today across 3 of our 54 regions. It scales up to 1 trillion Cosmos DB transactions per day and growing. And as we head into this next holiday season, I think that will be even larger. And it is continuing to perform at that single-digit latency performance at the 99th percentile. So just unbelievable capabilities as we push into that cloud-native database approach. Now, moving from operational databases, of course, you need to turn to analytical databases. And these are the aspects that are going to be powering AI. So super important to think about the investments you're making in this area. Again, in Azure, we've got built out and continue to bring new capabilities such that we have a rich set of analytic services for which you can choose. And that enables you to get both that insights as well as store all of the capabilities around that data. Now, again, I want to focus on just one, because very recently in Azure SQL Data Warehouse, we brought out an incredible new set of capabilities within this service specifically, because we know how important that data warehouse choice is to the center of your analytics systems.
With our new capabilities, we now lead the market ahead of AWS, ahead of Google Cloud Platform from a price and performance perspective, truly pushing the industry forward in this area. And of course, it continues to integrate with all of our analytics services, so you have that rich set of capabilities with the very best price performance on the market. And be assured, we are not stopping. You'll see new innovations and new updates coming in this area every week. Now, let's go to the next level around artificial intelligence. And I don't think there is any one topic right now that has more energy and more interest than AI. And our goal with our investments in artificial intelligence is to enable every organization to add AI to their applications. Because already today, but very quickly as we move forward, it is just expected, it is necessary that every application is infused with AI to make it a more efficient experience, to make it a more personal experience, and to make it a more personalized experience for your users, for your employees. It is just the new norm. And so that's how you have to think about it. And it's because of that that we want it to be that every organization can take advantage of AI. It can't just be left for the elite or those people with millions of dollars and lots of data scientists. Everyone needs access to this technology. Now, I know AI, because there's a lot of hype and a lot of energy, it can be kind of confusing and a little bit overwhelming. So I just wanted to present a very simple way to think about AI and the way that we are approaching it at Microsoft. And effectively, there's two types of AI. On one side, you have pre-built models, and the other, you have custom models. So let's start with the pre-built models. And these that we deliver to market in a form of Azure Cognitive Services. They're pre-built AI models that we have trained with data sets that we have access to as Microsoft, whether it be Bing and understanding the world's information, or information we get from across using AI within all of our cloud services, from Office 365 to Dynamics 365, and training it to get smarter every day. We expose these up to you to call into your applications. Things like speech-to-text translation, language-to-language translation that many of you, I think, are using right now to translate me into French, image detection, video transcription, video indexing, language services, many, many more. And that list will continue, because as we can train these models and make them available to you, we will. Now, you just invoke these APIs via our REST API, or you can use our pre-built .NET, Java, Python, or Node SDK to incorporate these cognitive services right into your application. That means you don't have to be an AI expert. You can just get the benefit of these models to enrich the experience of your application. Now, as we look across the world, it's about 80% of the applications are able to use and get all the benefits they need from these pre-built models. And we expect that to continue. The vast majority of the world shouldn't have to be doing custom models. You should just be using models that have been trained by us and by others in the world to be part of your application. But we do know that for some of those use cases, you do need a custom model, 20% of the time. And that's when you need these robust data science capabilities to build and train. So what we've delivered with Azure Machine Learning is that set of tools. And that includes things like data preparation, sometimes called data wrangling, where you bring that data in, clean it up, and get it ready. Building it, training it, and building that model. And we're actually using AI to help you train your AI, if that makes sense, so getting even faster. And then deploying that model to the cloud in a container or natively to a device or edge system. And then we kind of have a complete approach, so you can use whatever tools, whatever frameworks you want. We welcome them with Azure Machine Learning. We have a very open approach, not a closed one. A little bit different than what you'll find, for example, from Google Cloud Platform that has more of a closed approach. We really want all developers, all languages, all frameworks to be part of our ecosystem. Now, one of the application types that most takes advantage of this data and AI world is this incredibly powerful bursting solutions around IoT, where you have incredible data and devices, and you want to run AI across them. So why do I want to focus on IoT? Well, first of all, it is absolutely exploding as a market. And then in less than 2 years, there'll be over 20 billion connected devices in the world. Just to put that in perspective, that is 3 times as many people are on the planet. We will have connected devices. And the need for developers and IT professionals who can build these IoT solutions has never been higher. Today, we already have thousands of devices certified to work with Azure IoT.
across hundreds of partners. And we build out a very comprehensive stack of IoT technologies, whether it be platform services that you can build and connect and secure and manage your devices, to our Azure IoT Central, which is a SaaS solution, kind of like CRM for IoT, where you can just come, no code, configure your devices, create the application, and manage them right from one single place, securely and efficiently. It really enables everyone to be able to embrace the IoT solutions. But to show you what that looks like, I'd love to invite Vincent and Guillaume to show you what an IoT solution on Azure can look like. Take it away. Notre métier chez Altametri, c'est d'aider nos clients qui sont des gestionnaires d'infrastructures, que ce soit des réseaux ferrés, des réseaux électriques, à mieux gérer leurs actifs en apportant de la valeur à leurs données. Concrètement, les données consistent principalement en des photographies et des nuages de points, mais ça peut être aussi d'autres types de données. On a la partie collecte par les drones et les robots, et ensuite on a la partie traitement pour en extraire l'information utile. Aujourd'hui, on est principalement dans la géométrie. On avance de plus en plus vers l'état des différents constituants et on se projette vers la maintenance préventive, voire prédictive, pour anticiper l'obsolescence des composants. L'intérêt d'utiliser des drones, c'est d'éviter d'aller mettre un homme dans une zone dangereuse. Ensuite, c'est de ne pas perturber l'exploitation du site industriel. Et en troisième temps, c'est de collecter une quantité importante de données pour répondre aux besoins et aux enjeux. L'objectif, c'est la maintenance prédictive. Donc le client veut du temps réel et pour cela, il faut embarquer de l'intelligence à l'intérieur du drone. Nous développons avec notre partenaire Visio une solution aux standards industriels qui répondent à ces enjeux en s'appuyant pour cela sur Intelligent Edge de Microsoft et la puissance d'Azure. Bonjour à toutes et à tous. Alors comme vous venez de le voir dans la vidéo, merci. Un de nos objectifs chez Altametri, c'est d'aider nos clients, des gestionnaires d'infrastructures, notamment ferroviaires, à faire de la maintenance préventive, voire prédictive sur leurs assets. Pour ça, il faut être capable de repérer des détails très précis des composants dont on veut connaître l'état, par exemple une soudure sur une pile de pont. Ce qui demande évidemment de collecter des très gros volumes de données dans des endroits souvent peu accessibles et dangereux pour les personnes. Pour cela, nous exploitons des hélicoptères, des robots ou des drones comme ceci. Celui-ci sur l'écran, qui n'y est pas, il arrivera plus tard. C'est le direct. Donc on utilise différentes technologies selon les environnements et la nature des données qu'on cherche à collecter. Et pour traiter ces grandes quantités de données, on a besoin de puissance de calcul. Bon, il est arrivé entre-temps. Avec Visio, nous avons traduit notre logique métier en workflow Azure Logic App que l'on exécute sur une architecture serverless dans Azure. Ça nous permet de profiter de l'élasticité et de la puissance du cloud à moindre coût et sans se soucier de l'infrastructure. Pour avoir une information pertinente dans un temps encore plus court, on a eu besoin d'ajouter de l'intelligence artificielle pour reconnaître et classifier les différents objets. Avec Vincent, je vous propose de montrer comment est-ce qu'on a intégré de l'intelligence artificielle dans notre solution. Bonjour. Donc pour créer l'intelligence artificielle, on a utilisé Azure Custom Vision avec sa fonctionnalité Object Detection. Je vais vous montrer comment faire avec des isolateurs de caténaires, comme ce que vous voyez ici. Donc, pour ça, on va commencer à charger des milliers d'images. Donc, la chance de travailler avec la CNCF, on en a chargé énormément. Ensuite, on va pouvoir détourer des isolateurs. Celui-ci, un isolateur en verre. Celui-là, je le reconnais, c'est un isolateur en céramique. On va en faire un autre en caoutchouc, par exemple. Et voilà. Donc, vous avez compris le principe. Une fois qu'on a réalisé ce travail, on va entraîner le modèle pour que l'intelligence apprenne comme un enfant. Une fois qu'on a fait cet entraînement, donc il y a différentes étapes, on va vérifier la performance du modèle. Est-ce qu'il est intéressant, précis ou pas? Quand on est intéressé par ce modèle, qui nous paraît intéressant, on va faire un export. Il y a plusieurs formats différents. Celui qui nous intéresse, c'est le Dockerfile avec de l'Azure IoT Edge. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Alors, si on télécharge ça, qu'est-ce qu'on va voir? Download, enregistrer. Alors, j'ai préparé le fichier. On va retrouver un Dockerfile, tout configuré pour vous. Ensuite, on retrouve du code Python. Au début, on va faire du traitement d'images pour vérifier, pour aider l'intelligence artificielle à reconnaître les isolateurs. Et surtout, le code Python va appeler le modèle qui